Mais arrêtez un peu d'emmerder les Français, c'est ce que répétait Georges Pompidou à longueur de temps. Il paraît que c'est aujourd'hui l'une des maximes politiques préférées du président actuel, Emmanuel Macron. Résultat, on se poserait des questions à l'Elysée sur la question de la limitation des vitesses sur les routes secondaires. Vous savez, passer de 90 à 80 km/h, c'est une décision qui n'est pas très populaire. Et il semble que visiblement on ait des doutes du côté de l'exécutif. Alors le gouvernement va-t-il renoncer? Pourrait-il lever le pied en tout cas sur cette question? C'est un article du Parisien qui en parle ce matin et c'est l'une des questions qu'on va se poser ce matin avec Roselyne Bachelot qui est bien sûr en place, avec également Natacha Polony et nos républicains du jour. Vous allez les découvrir dans quelques instants. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, #RépubliqueLCI et sur la page Facebook de l'émission La République LCI. Ça continue. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive la République LCI avec Roselyne Bachelot, donc, qui est en pleine répétition pour les monologues du vagin ce soir. Cherchez pas de place, hein, c'est archi complet, on est d'accord. C'est complet. Ouais, c'est ça, voilà, vous avez refusé du monde. Voilà, tout à fait. Et puis alors, à 9h, je serai sorti pour le débat. Ah bah exactement, pour le débat du PS, à suivre sur LCI. Nos républicains du jour, qui sont-ils? Eh bien, Christine Kelly est là, journaliste, bien sûr, qu'on connaît bien dans cette maison, présidente du Musée européen des médias et ex-membre du CSA. Salut Christine, ravi de vous retrouver dans cette émission. Charles Becbédé, également président fondateur de Gravitation, conseiller municipal de Paris, bonjour à vous. Bonjour. Et Michel Pouzol, ancien député socialiste de l'Essonne, membre du comité politique Génération, qui est le mouvement, on le rappelle, de Benoît Hamon. C'est dire si ce soir le débat va vous intéresser. Michel Pouzol, vous nous direz dans quelques instants si vous allez le regarder. Bonjour à vous. D'abord, l'humeur de Roselyne, comment est-elle? Mon humeur est débatteuse, évidemment, oui. Débatteuse. Ce soir à 21h, c'est sur LCI que ça se passe. C'est le grand événement politique de ce mois de mars. Le débat entre les 4 prétendants au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, Luc Carvounas, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Morel. Pourquoi ce débat est-il si palpitant? D'abord parce que contrairement à certaines analyses, moi je suis persuadé qu'il y a un espace politique pour le Parti socialiste. L'espace politique de la gauche s'est désencombré. La République en marche et Emmanuel Macron sont maintenant clairement au centre droit, et Jean-Luc Mélenchon, de Foucade en coup de gueule, apparaît moins crédible. Alors, espace politique, mais l'espace, il doit être occupé par des espèces, bien sûr. Ce sera donc l'occasion de faire connaissance avec nos 3 mousquetaires, qui, comme dans Dumas, sont 4, évidemment. Nous ferons... Alors, on connaît un peu Stéphane Le Foll avec ses lapsus, parce que pendant 5 ans, il doit quand même régaler avec un certain nombre de déclarations, et ses yeux rougis de fatigue, mais nous ferons connaissance avec ses rivaux qui ont la caractéristique, c'est qu'ils peuvent remonter tranquillement les Champs-Élysées, même plusieurs fois, personne ne les reconnaîtra. 3e raison de regarder ce débat, Arlette, notre Arlette Chabot, bien sûr. Elle est candidate? Non, mais elle saura débusquer toutes les contradictions, toutes les approximations, toutes les dissimulations. Nos 4 lascars n'ont qu'à matriculer leurs abattis. Nous, on va s'installer devant la télé avec les pizzas et les bières. Et puis alors, bon, comme ça, oui, donc c'est à 21h, c'est sur le canal 26. Au PS, au fait, les gars, là, 4 mecs, la veille de la journée des femmes. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite erreur dans le casting? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. C'est vrai que ça tombe un petit peu mal. On va le découvrir, ce studio, justement. On va se dérouler le débat ce soir. Lucas Ajdela est déjà sur place. Montrez-nous, expliquez-nous, Lucas, comment ça va se passer. Les derniers réglages qui étaient en train d'être mis il y a encore quelques minutes. Alors c'est une grande première, ce débat, on l'a répété, c'est la première fois que des candidats au poste de premier secrétaire, les 4 participants au Congrès, s'affrontent lors d'un débat télévisé, mais les téléspectateurs vont quand même retrouver une atmosphère qu'ils connaissent un petit peu. Ça rappelle ce plateau quand même, les débats qu'on avait eus lors des primaires de la droite et de la gauche, que vous avez déjà pu suivre sur TF1 et LCI à l'époque, à ceci près que vous ne retrouvez pas les pupitres qu'il y avait à l'époque. Ce sont les candidats qui ont demandé de ne pas être installés à des pupitres justement pour
pour ne pas trop rappeler une campagne présidentielle. Ils sont installés 2 par 2 à ces tables. Vous allez avoir ici Luc Carbounas qui va être placé ici. Vous allez avoir Stéphane Le Foll qui sera à sa gauche. Les places ont été tirées au sort par le Parti socialiste. Ici prendra place Emmanuel Morel, puis Olivier Faure qui sera le plus à gauche. Chaque candidat va commencer par une introduction d'1 minute 30. Ce sera Luc Carbounas qui va commencer. Là aussi, ça a été tiré au sort. Il y aura à la fin du débat une conclusion d'1 minute et ce sera encore Luc Carbounas qui va conclure. Luc Carbounas, décidément très chanceux au tirage au sort. Ils vont être interrogés par les 3 journalistes. Notre Arlette, votre Arlette Chavot, Roselyne Bachelot, qui sera installée ici et qui sera accompagnée par Benjamin Sportouche pour RTL et Guillaume Roquette pour Le Figaro. Et puis vous, téléspectateurs, vous pouvez aussi poser des questions aux candidats via le hashtag PS Le Débat. Marie-Pierre Haddad de RTL sera en régie. Elle surveillera les réseaux sociaux. Elle transmettra les meilleures questions des téléspectateurs aux 3 journalistes qui se chargeront de leur poser. Voilà pour la forme, Lucas. Sur le fond, maintenant, il y aura 3 grandes parties, 3 grands chapitres dans ce débat. Effectivement, ils vont commencer les candidats par parler de leur vision de l'exercice du pouvoir. Et dans cette partie, il va y avoir des sujets qui vont normalement être assez chauds, qui vont susciter le débat entre les 4, puisqu'on va parler du bilan du quinquennat de François Hollande. On sait que les 4 candidats ne sont pas forcément sur la même position. Il y a 2 ardents défenseurs du bilan que sont Olivier Faure et Stéphane Le Foll. Il y a Luc Carbounas qui justement devra un peu clarifier sa position, ancien proche d'Emmanuel Valls. Et il y a Emmanuel Morel qui lui veut carrément tourner la page du quinquennat. Ensuite, les candidats parleront de leur modèle de développement. Là, ils parleront en gros de leur projet pour la France. Mais ils ont insisté, ils veulent commencer et consacrer une importante partie de cette partie-là à l'écologie. Enfin, les candidats parleront de l'Europe et la mondialisation. On le sait, ça c'est un gros sujet de clivage aussi au Parti socialiste depuis 2005, notamment depuis le référendum qui avait divisé en 2 le parti entre ceux qui avaient voté pour le traité et ceux qui avaient voté contre. Merci beaucoup, Lucas. Vous restez avec nous en duplex, évidemment, depuis ce studio. Vous allez regarder, Christine, ou pas? Absolument, avec... Ah oui, je vais regarder parce que je trouve que c'est peut-être le phénix ce soir. Qui sait? Je veux dire que maintenant le PS, il est en deuil, mais il va peut-être renaître ce soir. On a peut-être besoin d'avoir un parti politique qui renaît, qui soit une véritable opposition aujourd'hui. Pour avoir une majorité forte, il faut une belle opposition. Il faut voir aussi si Anne Hidalgo, Marisol Touraine, Cazeneuve, qui ne soutiennent pas clairement le PS, si ils ont tort ou raison de ne pas soutenir le PS. On a envie de voir jusqu'où ça va. Donc ça va être un débat palpitant. Oui, je vais suivre à 21h sur LCI. C'est vrai qu'il y a plein de questions qui vont se poser, Charles Becbédé. Vous allez regarder ou pas, vous? Oui, je vais regarder parce que ça m'intéresse, moi qui suis plutôt à droite, et donc qui essaye de participer. Carrément à droite, même. Oh, tout de suite. Qui essaie de participer à la reconstruction de la droite. Je pense que c'est intéressant de suivre cet exercice. Il n'y a pas de honte à avouer ça. Quelque part, il va falloir nous aussi qu'on passe à travers ces affres, même si je pense qu'on a un espace un peu plus important, contrairement à ce que vous disiez, Roselyne, que nos amis de l'autre camp. Donc, nos amis je n'ai pas dit que l'espace était plus important. Je dis que, contrairement à ce que disent certains analystes, il y a objectivement un espace entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez positionné Macron au centre droit. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Michel Pouzol, vous qui êtes un ancien de cette maison, qui l'avait quitté avec Benoît Hamon, vous allez regarder? Eh bien non, parce que ce soir, je serai dans le 11e arrondissement de Paris pour animer une soirée débat sur la protection des services publics. Et vous auriez regardé? Donc je la verrai sans doute en replay. Ah, vous allez regarder en replay, les meilleurs extraits. Vous attendez quelque chose de ce débat? Vous pensez que ça peut être le début de la reconstruction du PS? Honnêtement, moi j'ai quitté le Parti socialiste il y a assez peu de temps, parce que j'avais un peu la double appartenance, je pensais que c'était encore concevable. Je l'ai abandonné parce que ce débat-là, tel qu'il se menait dans le reste, ce qui reste du Parti socialiste aujourd'hui, ne me semblait pas porteur, en tout cas pas suffisamment d'une espérance pour la gauche ou d'une alternative d'ailleurs à gauche par rapport à la politique de Macron. Donc je n'en attends pas, pour être honnête, grand-chose, mais je suis... alors je les connais tous les 4, en plus c'est 4 personnes avec qui j'ai travaillé. Votre cœur balance vers lequel? Dites-nous. Je vous le dirai pas, mais parce que je ne me suis pas retiré de ce débat-là il y a 2 semaines pour aujourd'hui donner une opinion sur ces 4 personnes que je connais, qui ont des qualités chacun et qui peuvent incarner un certain espoir. Mais l'état du Parti socialiste et du débat est pour l'instant trop éloigné de la... Sur le plan des idées, vous êtes plutôt proche d'Emmanuel Morel.
Je suis proche de Luc Carmounas, d'Emmanuel Morel, d'Olivier Faure sur certaines choses avec qui j'ai travaillé au groupe socialiste. Je dirais que celui avec qui je suis le moins en phase, mais c'est aussi celui que j'ai le moins fréquenté. C'est le peut-être Foll. Le Foll. C'est peut-être lui qui va gagner, c'est pas de bol. Écoutez, on verra. Vous savez, après la question, ce sont des militants qui... alors, c'est un peu paradoxal ce débat, parce qu'on fait un débat public, national, etc., pour un vote qui va concerner quand même que des militants d'un parti. Ça en 2000, c'est vrai que c'est pas... Ça en 2000, c'est quand même un peu étonnant. Et moi, je vous avoue que je serai encore au Parti socialiste. Je ne sais pas comment je prendrais ce débat-là, parce qu'on avait quand même l'habitude de débattre entre nous. Moi, j'ai fait beaucoup de débats dans les congrès là, au fil des villes et des sections. Et là, c'est un peu étrange de donner en pâture un débat qui finalement ne sera tranché que par une toute petite partie de la population. Donc, je ne suis pas certain de l'opportunité pour le Parti socialiste. Le Phénix peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce soir qu'il renaît. Il y aura plutôt les cendres que ces cendres. J'ai peur que le feu ne soit pas tout à fait éteint. Le Phénix, en tout cas, Rachid Temal y croit. C'est lui qui a assuré l'intérim pendant cette période. Il était ce matin chez Audrey Crespo-Mara. Écoutez. Il y a quelques mois, on parlait de la disparition du Parti socialiste et ce soir, on parle de l'avenir. Vous voyez, le travail a été fait. Et maintenant, un des 4 qui sera là dans le débat ce soir succédera et aura à cœur de faire la prochaine séquence. Alors c'est pas simple. C'est quand même lunaire. Oui, c'est lunaire. Non mais à sa décharge, Natacha, c'est pas facile d'essayer de trouver des choses positives aujourd'hui, de voir la bouteille au 10e pleine, quoi. Il s'est donné beaucoup de mal, Rachid Temal. Ça a été quand même extrêmement compliqué parce que, en gros, il y avait à peu près autant de membres de la direction que de membres du Parti socialiste à un moment. Ouais. Là, en revanche, quand il s'est agi de trouver des candidats, tout le monde s'est déballonné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens qui n'ont peut-être pas la notoriété qui pourraient éventuellement porter le Parti socialiste. Mais surtout, en fait, ce qui est consternant dans tout cela, c'est surtout qu'on voit bien que les 4, en gros, expliquent qu'ils sont sociodémocrates, européens, écologistes, grosso modo. Plus progressistes, féministes, enfin tout ce qu'il faut mettre avec pour faire... Sur le CV, oui, pour que ça fasse. J'aimerais qu'on m'explique ce que le Parti socialiste, social-démocrate, c'est-à-dire plus vraiment socialiste, mais social-démocrate, donc déjà le nom ne dit plus la chose, ce que ce Parti social-démocrate a à proposer dans la mesure où il y a une contradiction entre l'aspiration à régler les inégalités et l'attachement à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une contradiction flagrante et majeure qui plombe le Parti socialiste depuis 15 ou 20 ans. Il y a une contradiction entre la lutte contre les inégalités et l'écologie, dans la mesure où, ou plutôt, si on voulait vraiment lutter contre les inégalités, on serait profondément écologiste, mais c'est en contradiction avec l'Union européenne telle qu'elle est et avec le modèle libéral que défend la social-démocratie aujourd'hui, qui est un modèle consumériste qui détruit la planète et qui creuse les inégalités. Donc c'est toutes ces contradictions-là qu'il faut creuser. Ça nécessite quand même un très gros boulot qui n'a jamais été fait. Est-ce que ces 4-là sont capables de le faire ? Comment dire ? Vous n'avez pas l'air d'y croire beaucoup. En tout cas, on a vu aussi dans un sondage que les Français espèrent que le PS fasse une alliance avec Benoît Hamon, que à 48% veulent une alliance avec Benoît Hamon, ensuite avec Europe Écologie Les Verts, 43%, et peut-être même, pourquoi pas avec La République En Marche, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est intéressant de voir que le curseur reste à gauche, en fait. Le curseur reste à gauche et que les Français se disent que le PS peut renaître. Non, mais c'est un syndicat de losers, tout ça. S'il se marie, effectivement, avec Benoît Hamon. Non, mais vous avez vu les performances de toutes ces formations. Oui, mais vous savez, les performances, ça va, ça vient dans l'histoire de la 5e République, mais la 4e République. Donc on va voir. Ça va, non, mais je pense qu'en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui se réjouir que le Parti socialiste soit au plus bas de ce qu'il est et qu'il n'ait plus un rôle aussi important qu'il a pu l'avoir, parce qu'on voit bien ce que ça signifie dans le reste de l'Europe. Enfin, les élections les unes après les autres voient bien que c'est un véritable échec de cette social-démocratie. Mais qu'est-ce qui la remplace aujourd'hui ? Et franchement, ceux qui la remplacent, majoritairement, sont quand même plus inquiétants que rassurants pour notre avenir commun, tant européen que français. Donc j'espère que ce débat sera de qualité. Je connais les débatteurs, donc je leur fais confiance là-dessus. J'espère qu'ils sortiront des petits mécanismes des congrès, parce que ça, c'est un piège. Mais ce débat dont vous parliez, il est fondamental pour ce qu'on veut pour la société française. Et ces contradictions-là, il faut les affronter, effectivement. Et il va falloir trancher. J'espère que pour le Parti socialiste, pour eux,
Ça leur permettra de trancher et j'espère que là, on pourra construire effectivement des alliances. Mais ça, c'est une autre étape. Ces contradictions, et quelqu'un d'autre qui les souligne, quelqu'un qui appartient encore de ceux que vous jugez inquiétants, j'imagine, Michel Pouzol, c'est Marine Le Pen. Écoutez son analyse hier sur ce débat et vous me direz après si vous ne pensez pas qu'elle a un petit peu raison. Les socialistes, on les attend plus sur grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'en réalité, une partie d'entre eux ont été aspirés dans ce nouveau clivage mondialiste national. Ils se retrouvent aujourd'hui aux côtés d'En Marche, d'ailleurs main dans la main avec un certain nombre de dirigeants, les Républicains. Donc qu'il y ait des socialistes qui se retrouvent aux côtés d'En Marche n'a strictement rien d'étonnant. La seule question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il des socialistes qui sont prêts à défendre la France contre l'Union européenne? Elle est là, la question intéressante. Sur le nouveau clivage, Charles Bédé, elle n'a pas totalement tort. On est dans un clivage entre, en gros, ce qu'elle appelle les mondialistes et puis les protectionnistes ou les souverainistes. C'est ça aujourd'hui le clivage. Oui, enfin c'est aussi parce que trop de formations politiques qui sont dans l'échec aujourd'hui ont refusé de traiter le sujet de l'insécurité de tous les jours, l'insécurité physique, mais aussi de l'insécurité culturelle et du problème de la montée des communautarismes et notamment de l'islamisme radical en Occident en général et en particulier en France. On le voit bien dans tous les pays occidentaux. En tout cas, en Italie, les populistes en Allemagne, ça a été majeur. l'emportent parce que les partis traditionnels, les sociodémocrates notamment, n'ont pas su traiter ce sujet. Là, j'espère que ce soir, au débat, ce thème sera abordé. Dites-le à Arlette Chabot. Elle nous écoute, elle nous entend. On va lui souffler, elle était avec nous tout à l'heure. Un tweet pour conclure là-dessus, quelqu'un qui nous dit hier on avait le PSG, aujourd'hui on a le PS, mercredi soir on a le débat. Si vous voulez voir des gagnants, c'est perdu. Voilà ce que nous dit Gourdon, qui est assez sévère. Rendez-vous ce soir donc à 21h. On va revenir maintenant sur un article du Parisien sur une réforme qui est très critiquée de la part du gouvernement, de l'exécutif actuel. Je ne dis pas Emmanuel Macron parce que d'après le Parisien, c'est vraiment Édouard Philippe qui est derrière cette réforme, qui est la baisse de la vitesse maximale sur les routes secondaires de 90 à 80. Alors normalement, voilà, c'est acté, sauf que le Parisien nous dit non, pas forcément. Le gouvernement va peut-être lever le pied sur cette affaire parce qu'on se rend compte que ça déchaîne les passions. Il y a pas mal de présidents de conseils départementaux qui ont écrit à l'exécutif pour dire faites du cas par cas, route par route, département par département. Ils ont fait une lettre commune et ouverte à l'exécutif. Là voici cette lettre ouverte. Il y a donc pas mal de pression. Est-ce que vous pensez, Christine, que le gouvernement doit renoncer et doit lever le pied là-dessus? Et comment expliquer que cette mesure, qui n'est pas une mesure fondamentale, suscite autant de passion? Oui, je pense que le gouvernement doit lever le pied dessus parce qu'en Europe, Finlande, Suède, etc., Suisse, ça n'a pas clairement fonctionné. La limitation à 80 km/h. Oui, et je pense que le gouvernement doit lever le pied dessus parce que ce n'est pas forcément indispensable et parce qu'il y a une grosse grogne. Non, mais parce que le public n'est pas encore prêt, les automobilistes ne sont pas encore prêts, maintenant ce sont les PV qu'on paie, etc. Et en même temps, la question qu'on peut se poser, c'est les 3693 morts en 2017, ouais. Même s'il y a une baisse de 1,2%. Absolument, on va voir le chiffre. Et ça permettrait de sauver 300 à 400 vies. Ce n'est pas rien. Si c'est ma mère, si c'est ma sœur, si c'est ma fille, moi je vote voilà, avec les deux mains. Oui, parce que ça coûte 2 à 3 millions d'euros pour enlever les panneaux. Oui, c'est pas grand-chose, mais ce sont les arguments en fait, de ceux qui sont contre. Et puis, oui, pour donner peut-être un peu de lest, lâcher un peu de lest pour pouvoir faire passer autre chose, parce qu'on voit que la grogne, c'est la première fois qu'il y a un peu de bisbille, on voit au sein de l'exécutif du président et d'Édouard Philippe, et peut-être que ça permet un peu de donner un peu, de faire passer le reste des réformes, parce que le rythme des réformes est très, très, très puissant en ce moment. Charles Bédé, il faut lever le pied? Il faut lever le pied, il faut le faire de la façon dont disent ces élus. Je trouve que c'est très intelligent. Appliquons un petit peu la subsidiarité. Donc ce qui peut être fait au niveau N ne doit surtout pas être fait au niveau N+1. Là, en l'occurrence, il y a des routes accidentogènes. Déléguons aux préfectures le soin de dire s'il faut passer à 80 km/h. Ce sont eux qui sont... En collaboration, bien sûr. Mais vous savez, ils vont bientôt être supprimés, si j'ai bien compris. Oui, mais enfin, c'est bon. En tout cas, mais les préfets ont toutes les données nécessaires et sont capables de dire, en concertation avec les collectivités territoriales, s'il faut passer à 80 sur telle ou telle portion de route. Pourquoi vouloir toujours tout faire, tout décider de Matignon? Parce que la législation routière est une législation nationale et c'est encore heureux. Arrêtons d'emmerder les Français, disait Georges Pompidou, vous le citiez, et qui apparemment est une maxime qu'aime bien Emmanuel Macron.
Je note aussi que Gérard Collomb, que beaucoup de gendarmes sont très opposés à cette mesure. Alors ça commence à monter. Michel Pouzol. Qu'on veut lutter contre la mort sur nos routes, c'est bon. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne ne va dire le contraire. Par contre, moi, je pense qu'il n'y a pas de route accidentogène. Il y a des comportements accidentogènes au volant. Bien plus. Non, mais beaucoup plus important. 87% des morts sur les routes, ce sont sur ces routes-là. Oui, mais c'est aussi, à bien double sûr. sens et hors agglomération. Mais ce qui pose d'autres questions, la limitation sur les autoroutes. Parce qu'il y avait un projet pour la descendre aussi de 10 km/h. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là se posent sur la réalité, bien sûr. Il y a la question qui va se poser, c'est des villes à 30 km/h, puisque c'était aussi dans les tuyaux. Donc on voit bien que c'est un sujet sensible là-dessus, sauf qu'il faut bien faire quelque chose. Vous savez... Donc vous êtes pour, vous, cette écoutez, moi, cette je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le périphérique, là, genre venant, je 70. regardais ça, c'était à 80. C'est passé à 70. Je ne sais pas si ça a réduit le taux de mortalité. Bien sûr, voilà. Eh bien, en tout cas, ça n'a pas provoqué d'émeutes. Ça n'a pas changé grand-chose à la circulation sur le périphérique, ni d'ailleurs en bien ni en mieux. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer maintenant. La vitesse moyenne sur le périph', c'est beaucoup moins que ça. Oui, c'est au moment où on évite que se produisent des accidents. Donc moi, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Mais je pense que si le gouvernement recule là-dessus, alors il y aura d'autres reculades forcément, et c'est jamais un bon message à envoyer. Moi, je trouve que en termes de sécurité routière. Oui, mais l'idée, c'est pas de reculer complètement, c'est reculer. Je défends la limitation. En donnant un peu de responsabilité au Non, mais territoire. Charles Becbédé, là, la vitesse telle qu'elle est définie est d'une responsabilité de l'État. On peut changer, pourquoi pas alors finalement sur l'ensemble du réseau routier. On sait que la vitesse est un facteur d'irriment de mortalité routière. Le Premier ministre a pris vraiment un engagement fort et justement a accepté l'impopularité sur cette affaire, comme l'a fait en son temps Jacques Chirac. Et maintenant, tout le monde salue l'action qu'il a menée et qui a suscité d'ailleurs exactement les mêmes critiques à l'époque. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait peut-être une démarche expérimentale sur cette affaire. Ça fait 2 ans que l'expérience elle est sur le terrain. Et oui, non, c'est pas 2 ans. Depuis 2015. Sur 3 routes, sur 3 un des vrais problèmes. Vous pouvez me laisser aller, s'il vous plaît. C'est pas en option, ça. Cette décision a été prise sur l'ensemble du réseau routier. Regardons pendant un temps d'expérimentation ce qui va se passer. D'ailleurs, Édouard Philippe a ouvert la porte à cette notion d'expérimentation. Si ça ne réduit pas la mortalité routière, on revient à ça. Mais on ne va pas avoir des à-coups dans la gestion des affaires et céder devant ça. Je trouve que ce serait de la mauvaise gouvernance. On ne connaît pas les chiffres de cette expérimentation, c'est vrai, c'est pas clair. Enfin, il y a des chiffres qui ont été très contestés, en tout cas. Qui ont été très contestés. Natacha. Je pense surtout que Emmanuel Macron a compris quelque chose et que c'est pour ça qu'il est profondément réticent à cette affaire-là, c'est qu'il a compris que ça rentre dans un processus qui est un processus qui aujourd'hui se met en place sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'au nom du bien, au nom d'une cause que tout le monde ne peut qu'embrasser parce que personne n'est pour qu'il y ait des morts sur les routes, eh bien on infantilise petit à petit les citoyens en leur expliquant qu'ils croyaient conduire bien, en fait ils conduisent mal, et que donc à leur place, on va régler le problème en les rééduquant. Et c'est vrai sur la sécurité routière, c'est vrai sur la question de l'alcool, c'est vrai sur beaucoup de sujets, et il y a petit à petit cette impression qui s'installe chez beaucoup de gens, et en particulier en province, c'est-à-dire dans des endroits où on prend tous les jours sa voiture parce qu'on en est dépendant, parce qu'on est obligé, eh bien une impression de mépris profond de la part de gens qui décident à leur place et qui leur dictent ce qui va être le bien et ce qui va être le mal de façon radicale, comme si les choses étaient aussi simples, alors qu'il y a sur la sécurité routière beaucoup de facteurs autres que la vitesse, et de même que sur les autres sujets, il y a des facteurs différents et d'autres manières de traiter. Oui, mais Natacha, quand on demande à la solidarité nationale, par le biais de la sécurité sociale, de faire qu'on va payer des milliards pour prendre en charge de façon solidaire la santé, il y a peut-être aussi un rôle de la puissance publique à assurer.
Alors, le rôle de la Si puissance... chaque... Oui, mais justement, la question, c'est de savoir si le rôle de la puissance publique est d'informer les citoyens pour qu'ils exercent leur libre arbitre ou de les rééduquer en leur dictant la façon dont ils doivent se comporter. Est-ce qu'il faut tomber dans le tout coercitif? Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il faut régenter la vie des gens en tout, quoi? Ce que vient de dire Roselyne, si c'était la question de la solidarité nationale au niveau de la santé, alors pourquoi ne mettons pas autant d'énergie et de moyens sur des grands fléaux que sont l'alcoolisme, le tabagisme, etc., qui font, je le rappelle, beaucoup plus de morts que la route en France. 70 000 morts par an pour le tabac. Oui, donc c'est ça qui paraît contradictoire. Et il y a une autre chose, c'est que effectivement vous avez raison. Vrai, au fond, on a l'impression les gens se tuent sur les routes. C'est pas ce que je dis. Mais les gens ont l'impression qu'on touche à leur quotidien. La voiture est quelque chose de très personnel et que donc Paris vient toucher à leur quotidien. Et je pense que ça, plus des petites réformettes qui ont eu lieu sur la CSG, etc., qui ont quand même un peu du mal à passer. Commence à peser lourd. Ça commence à peser lourd et ça peut être, et je pense que le gouvernement l'a compris, un élément déclencheur d'une grogne un peu plus générale que, personnellement, j'appelle... On va céder sur les 80 km/h, je trouve ça minable. Et beaucoup de départements, en fait, réclament, comme disait Charles Benbédé, réclament justement le cas par cas. Ils disent, bon, par exemple, pas de Paris, mais sur ma route, laissez-moi faire, laissez-moi gérer à mon niveau. Effectivement, ça va être ingérable. Je comprends, ça va être ingérable. À ce moment-là, on va se dire, c'était 80, 70... Roselyne, là où je vous rejoins, c'est clair que 87% des 3693 morts sont sur les routes hors secondaires, à double sens, hors agglomération secondaire, etc. Comme c'est exactement là où on veut baisser à 80 km/h. Sauf que là, est-ce que Paris doit avoir la main? Je dis, laissons effectivement au cas par cas, laissons au niveau local la main. On est tellement dans la décentralisation, allons jusqu'au bout. Et laissons. Oui, et justement, moi, ce qui me choque surtout, c'est que 2 ans d'expérimentation, ma chère Roselyne, justement, 2 ans, c'est quoi le bilan? Non, mais c'est quoi le bilan? Vous savez bien qu'elle est extrêmement réduite. C'est dommage. Ça sert à ça l'expérimentation. Pas de bilan, pas de résultat, pas d'application. Et Roselyne, il faut voir jusqu'où on va. Oui, bien sûr. Si on baisse la vitesse, peut-être il y aura une réduction. Mais à ce moment-là, pourquoi pas aller? C'est ce que nous dit quelqu'un sur Twitter. Pourquoi pas descendre encore plus, 60, 50, 30 000. Il y a aussi une raison écologique. Voilà. Mais bien sûr, parce que la réduction de la vitesse amène la réduction des émissions de carbone. Mais en effet, pourquoi pas? Il y a des courbes, des routes qui ont des courbures extrêmement dangereuses, etc. Donc il y a des beaucoup de platanes. Voilà. Donc, dans ce cas, pourquoi pas des vitesses plus faibles que 80 km/h. Et pour répondre à votre objection, vous disiez, oui, ça va être ingérable. C'est pas vrai, parce que les voitures sont de plus en plus connectées, et donc on peut avoir en temps réel la vitesse autorisée sur la route. Ça s'affiche déjà. Les gens modestes, ils n'ont pas des voitures connectées. Alors, elles n'ont pas tous des voitures connectées, mais enfin, on y vient. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Natacha, le cas par cas. Les gens modestes n'ont sans doute pas de voitures connectées, mais ils ont aussi l'impression qu'ils sont toujours les dindons de la farce, c'est-à-dire ceux à qui d'en haut on explique ce qu'ils doivent faire, et qu'il y a quelque chose comme une forme de révolte démocratique dans ce grincement, c'est-à-dire que, encore une fois, les choses ne sont pas noires ou blanches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bien et un mal, avec d'un côté ceux qui défendent le bien et de l'autre ceux qui défendent le mal. J'ai jamais dit ça. Oui, mais voilà, personne n'est pour les morts sur les routes. Personne. Simplement, on peut débattre, on peut discuter démocratiquement de la question de savoir quels sont les facteurs multiples qui causent les morts sur les routes. L'état des routes, la question de la formation, des conducteurs. Mais oui, mais si l'un empêche l'autre. Bien sûr, le téléphone. Mais d'ailleurs, il y a différentes mesures qui ont été prises dans le plan du gouvernement sur le portable, par exemple. Mais l'idée d'une mesure qui tombe comme ça au nom du bien est extrêmement réductrice, et elle a tendance à jeter l'opprobre sur les gens qui sont, en particulier ceux qui ont besoin de leur voiture, qui sont... Mais ils vont pouvoir rouler, on leur interdit pas de prendre leur bagnole. Mais Roselyne, vous n'avez pas de voiture et vous vivez dans Paris. La question de savoir... Mais je connais des gens qui ont une voiture. J'ai été pendant 30 ans l'élu d'un secteur rural. Mais simplement... La question de savoir ce que c'est que tous les jours être confronté à l'idée qu'on va vous faire baisser la vitesse de 10 km/h parce qu'on considère que vous n'êtes pas un bon conducteur et que vous n'êtes pas prudent et que vous n'êtes pas capable par vous-même d'adapter votre vitesse au lieu et aux circonstances. C'est ça que ça veut dire. Mais on ne leur dit pas qu'ils conduisent mal. On observe que la vitesse est un facteur accidentogène et que sur ces routes c'est particulièrement le cas, et parce que le gouvernement, la puissance
publique est aussi garante d'un certain nombre de protections d'un État. Vous parlez sans arrêt d'un État protecteur, mais l'État veut protéger aussi les concitoyens. Il y a, avouez quand même qu'on accuse des gouvernements de démagogie et que véritablement, dans ce domaine, Édouard Philippe ne s'est pas comporté comme un démagogue. Reconnaissons-lui au moins ça. La question de la démagogie est plus vaste, pardon. Non. C'est démagogue. Je pense que c'est profondément Je préfère qu'on parle au nom du bien qu'au nom du mal. Non, mais les autres ne parlent pas au mal, et c'est ça qu'il faut comprendre. Pas tout de suite, mais on y viendra. Quoi on viendra? Non, je pense qu'on y viendra aux 80 km. Pas tout de suite. Là, pour des raisons écologiques. Comme dit, pour les raisons écologiques. Et comme dit Roselyne aussi, il y a beaucoup de mesures qui ont déjà été prises. C'est là aussi où ça exaspère sur le terrain, le téléphone, etc. Donc là, il faut peut-être attendre un peu. Allez, pour conclure là-dessus, Charles Becbédé. Non, mais il y a aussi l'aspect sensation que ça va être un impôt de plus pour beaucoup de personnes qui empruntent leur véhicule et qui n'ont pas le choix. Une façon de prendre un peu de pognon au passage, quoi. Évidemment, déjà à 90, c'est compliqué, mais alors à 80, ça va être des taxes de plus et donc moins de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est ressenti aussi amèrement. Et c'est vrai qu'il y a des causes d'accidents, il y a la vitesse, mais l'alcool, le cannabis, c'est ce que rappelle cet internaute qui nous regarde et qui demande aussi au gouvernement de s'occuper de l'ensemble de ces questions. Alors bien sûr, il y a des interdictions sur l'alcool, sur les stupéfiants. Il y a aussi une politique publique évidemment très très forte sur cette question. Oui, vous voulez dire... Non, juste un mot, mais vous savez, on parlait des politiques sur l'alcool, par exemple. Ouais. Vous savez, le pourcentage de chances que vous avez d'être contrôlé pour l'alcoolémie en France, c'est 1 fois tous les 7 ans en moyenne. 1 fois tous les 7 ans. Quand vous conduisez beaucoup, moi je conduis beaucoup, franchement ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, mais parce que ça arrive extrêmement rarement. Vraiment n'importe comment. Non, parce que ça c'est le hasard. Parce que j'étais vraiment bourré. C'est le hasard. Mais vont sortir des mariages. Je n'ai jamais été contrôlé positif à l'alcool au volant. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a aussi d'autres mesures à mettre en place qui, à mon avis, pourraient être peut-être plus efficace ou moins autant. En Angleterre, c'est beaucoup plus exigeant. Un projet maintenant emblématique de l'aménagement urbain ou du développement ou au contraire du saccage des terres agricoles, c'est le projet Europa City. Alors, on n'avait peut-être pas entendu parler d'Europa City. Europa City, regardez sur les photos comme c'est beau. C'est horrible. Voilà. Non, mais c'est des belles couleurs. C'est une espèce d'énorme projet on peut dire un parc touristique et commercial dans le Val d'Oise entre Roissy et Rungis, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, le nord de la région parisienne. Et alors, ce projet est porté depuis des années par 2 groupes, Auchan d'un côté, un groupe chinois de l'autre, on voit ici où ça se trouve exactement. Et ce projet vient d'être retoqué par le tribunal administratif, essentiellement pour des raisons environnementales. On va regarder quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de ce projet Europa City. Plus de 3 milliards d'euros d'investissement, ça représente 10 000 emplois, disent les défenseurs de ce projet, 31 millions de visiteurs par an. Ce retocage du tribunal administratif, quand Natacha Polony a entendu cette nouvelle, elle a débouché le champagne parce que vous mettez longtemps contre. Dites-nous pourquoi, et puis surtout, est-ce que ça n'est pas le refus du progrès, le refus du développement économique que vous défendez? D'abord, vous avez cité des chiffres, qui sont les chiffres des promoteurs du projet, vous l'avez dit. Est-ce que vous imaginez réellement que 31 millions de personnes par an, dont 6 millions de touristes, vont venir là, dans le triangle de Gonesse, près de l'autoroute A1, pour voir des cinémas, des centres commerciaux et diverses activités ludiques. C'est-à-dire, s'ils mettent de l'argent, c'est peut-être parce qu'ils pensent qu'ils vont en gagner par ailleurs. Alors, les chiffres ont été ensuite revérifiés par différentes études publiques, où là, il n'y avait plus que 1200 emplois créés, parce qu'il faut tenir compte aussi de tous ceux que ça va détruire ailleurs, puisque dans la mesure où le pouvoir d'achat n'est pas extensif, les hypermarchés, ils vont prendre sur ceux d'autour. Mais il faut aller se balader sur le site du projet Europa City pour comprendre la rhétorique. Le site internet, où on vous explique que ça va être une expérience à 360 degrés avec show émotion, sun émotion et extrême émotion. C'est beau, non? C'est alors projet éco-responsable, c'est-à-dire que donc on va détruire les dernières terres arables d'Île-de-France. Il faut savoir que la France bétonne l'équivalent d'un terrain de foot toutes les 5 minutes. Vous imaginez, on a perdu l'équivalent du département du Gard depuis 10 ans en terres agricoles. Vous imaginez. Donc là, on va continuer. Ça représente 700 hectares. C'est éco-responsable et ça va être co-construit avec les franciliens, nous dit le projet, avec donc un sociologue qui explique que ça anticipe des formes possibles de rupture dans nos modes de vivre.
Est-ce que franchement, Charles c'est Becbédé, ridicule. Bref, c'est ridicule. défendez, vous, ce projet? Et est-ce que vous dites il y en a marre des écolos qui nous empêchent de Ça, c'est autre chose. Non, Je suis d'accord Ils sont avec contre le Natacha. projet. Je pense que c'était pas un bon projet. C'était 280 hectares de terres agricoles qui étaient saccagés, qui étaient bétonnés. Franchement, il y en a marre de tous ces centres commerciaux. Il y en a trop. Bon, mais France. si on élargit, on a été est-ce que trop les loin. écolos Non, mais sont nous empêchant ça a des de conséquences sur les centres-villes, des villes moyennes. On le voit qui se désertifient. Etc. Donc moi, je suis contre ça, et je trouve que Auchan et les Chinois Vanda feraient mieux d'essayer de construire des petites surfaces dans les centres-villes pour redonner de l'activité à ces centres-villes. Commence à le faire sérieusement. Bien, maintenant je vois les conséquences négatives, c'est que il va bientôt ne plus être possible de mener des grands projets industriels ou commerciaux en France. Donc là, c'est fâcheux, parce que moi, par exemple, lorsque j'étais patron d'une entreprise d'énergie, on avait un beau projet de terminal méthanier en Normandie. Bon, on n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout, parce que on a eu tout de suite des oppositions. Il y avait un monsieur qui avait une maison, qu'il avait acheté pas cher du tout, et puis en fait qui voyait que tous ses espoirs ruinés de sa plus-value immobilière, et donc il a entretenu une cabale contre notre projet. Et ça, il faut faire attention à ces problèmes, parce qu'on a besoin aussi de projets industriels intelligents pour assurer la transition énergétique, par exemple. On peut citer plein d'exemples récents un peu médiatiques, Christine, l'extension de Roland-Garros, la tour Triangle. Oui. On a l'impression que ces projets-là... Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Et comment on peut plus aller au bout, c'est fini. Oui, on a vu effectivement pour Roland-Garros, on l'a vu pour l'île Seguin. Je veux dire, Bien comment sûr, c'est tous vrai. les projets ont été décalés. Et là, c'est le but de décaler. D'ailleurs, là, pour 2024, c'est cuit, c'est mort, parce que le projet, c'était pour 2024. Alors, c'est vrai qu'il y a ce jeu, et on l'entend, les associations qui disent, ah oui, donc nous, on va prendre tous les recours possibles pour décaler, etc. Donc, ce jeu-là, bon, je sais pas, il m'effraie presque un peu, le petit jeu des associations pour décaler. Sur le fond, je rejoins complètement Natacha sur les terres, etc. Et après, moi, comme ça, je me dis que il me dérange pas. Pardon, je vais choquer, mais il me dérange pas, ce petit complexe, parce que on est content. Ce grand complexe. Il y avait des guillemets. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis contente d'aller à... Bon, ça n'a rien à voir, Boulevard, de temps en temps, c'est pas terrible, mais on est content d'y aller. On va dans les centres commerciaux, voilà. On y va en famille. Une fois qu'on a sa maison, on a son truc, on a son petit train-train quotidien, on a ses repères, on ne veut plus du nouveau et du moderne. C'est un peu ce que je crains, moi, derrière tout ça. C'est-à-dire lutter contre une certaine modernité. Attention, je suis très attentive aux arguments de Natacha, je n'ai pas tout le dossier en main, mais lutter contre la modernité, moi, c'est une sorte de dénominateur commun français et qui m'effraie. Lutter contre l'évolution numérique, lutter contre Amazon, au lieu d'aider les librairies à faire comme Amazon, lutter contre Uber, etc. Moi, ça m'effraie un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il faut bien connaître le dossier, ça se trouve, je ne le connais pas suffisamment. Mais sur le principe, ça vous dérange pas? Sur le principe, il ne me dérange pas plus que ça. Il faut aussi juger, comme on disait, au cas par cas pour le 80 km/h. Là, c'est un mauvais projet. Par contre, c'est vrai qu'il y a sur un certain nombre de projets d'intérêt général, je pense en particulier à la question des éoliennes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des énergies renouvelables. Mais, évidemment, surgit, dès qu'on installe une éolienne, le syndrome bien défini par les Américains qui s'appelle Not in my backyard, le syndrome NIMBY. C'est-à-dire qu'on veut surtout des énergies renouvelables, mais on ne veut pas d'éoliennes à côté de chez soi. Et qu'il y a des projets qui sont d'un intérêt tout à fait utile à la société et qui ne pourront pas se monter parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui poussent devant eux des arguties juridiques. Et justement, je pense juste à Disneyland Paris pour reprendre. Ça, on ne pourrait plus le faire. Voilà, on ne pourrait plus le faire. Voilà, et c'est le premier. C'est une salubrité publique. Et c'est le premier employeur. Et oui, exactement, Michel Pouzol. Là, le problème, c'est que ce projet, d'abord, il était délirant dans l'endroit où il était prévu, c'est-à-dire c'est des zones agricoles en Ile-de-France. Vous parliez au passé, c'est pas fini encore. Non, mais c'est pas passé, mais j'espère. Vous savez, moi j'ai travaillé à une autre époque à l'agence des espaces verts de la région Île-de-France où on préservait justement l'agriculture périurbaine et on s'était battu contre un circuit de Formule 1 en Île-de-France. Et moi je suis un fan de sport automobile. Mais je me battais contre ce circuit parce que c'était une aberration de le mettre à cet endroit-là et de cette manière-là. Là, c'est la même chose. Et le but
outre Natacha, vous avez présenté, c'est formidable. Moi, j'ai envie d'y aller, du coup. Formidable, y passer un Et week-end extrême avec mes émotion. enfants. Voilà, c'est super motivé. Ça donne envie. Mais ce que je veux dire, c'est que le but, dans le Pardon, but. mais Christine a raison, il y a un côté un peu méprisant dans ce que vous dites là. Non, Bah oui, mais le but, est-ce que c'est si grave de Non, vouloir mais aller s'amuser en le but, famille pas dans du des tout. endroits comme ça? C'est pas ça. Le but réel de ça, c'est quand même de reprendre des parts de marché aux autres hypermarchés et zones de la région Île-de-France. C'est-à-dire que c'est une bataille entre géants qui se bouffent les uns les autres. On voit qu'on a plusieurs zones en Île-de-France qui sont en grave danger, où les magasins ne se renouvellent pas, où les chaînes font faillite. Ce modèle-là, qui est un modèle qui vient directement des États-Unis, est un modèle qui est en train justement de faire faillite aux États-Unis, parce qu'on a développé ces grands centres et qu'ils ne sont pas en capacité à résister à la vague Internet, à Amazon, à ce monde nouveau qui est en train d'émerger. Donc tout était faussé. C'est un projet qui a 30 ans de retard, en tout cas, dans l'esprit. Et si ça oblige à concevoir des nouveaux projets de développement urbain, d'industrie, etc., de manière différente, en tenant compte de la priorité des priorités qui est l'environnement, parce que sinon on va crever et il n'y aura pas besoin d'aller faire du ski là-bas parce qu'il n'y aura personne pour aller faire du ski, eh bien moi je dis c'est plutôt une très bonne nouvelle. Que répondez-vous, Natacha, aux arguments de Christine qui sont recevables quand même? Disons que je suis toujours très étonnée quand on met en avant l'argument de la modernité. Ah, ça, vous n'aimez J'aimerais pas. qu'on m'explique ce que c'est que la modernité. Est-ce que Tout le monde réellement- utilise la modernité. Mais bien sûr, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, est-ce que réellement vous considérez comme moderne, puisque j'ai bien compris que moderne, ça voulait dire bien. Donc est-ce que c'est Pas forcément, est-ce que pas c'est bien forcément, et à surtout sous-condition. est-ce que ça va dans le sens de plus d'humanité et de plus de bonheur de l'humanité que de mettre en avant un modèle où il s'agit d'aller avant tout consommer des produits totalement inutiles dont on vous a dit à la télévision Alors, qu'ils vous étaient savez, utiles. alors moi, je vais et vous qu'ils dire étaient qu'il bien. y a des C'est un endroits modèle où effarant. des familles qui crèvent de faim, et j'en connais tous les jours, je les ai au téléphone, qui seraient contents d'aller se balader dans un endroit comme ça sans acheter. Et Parce est-ce que que ces familles-là ne même sont à côté- pas c'est l'opium du contentes peuple, d'aller... Mais là. malheureusement, On les mais persuade que c'est eh ben, vous savez, même au centre Beaugrenelle, là, à Paris 15e, c'est bondé le dimanche. Les gens ils se baladent. Christine, Ils ont besoin de ça Justement, aussi. est-ce que je vous trouve trouvez que c'est que ceux qui ce peuvent acheter, ils modèle-là achètent, mais apporte du bonheur à des gens qui en sont réduits à aller se balader pour regarder ce qu'ils ne pourront pas s'acheter? Eh ben Mais oui. c'est pas, Eh ce ben n'est oui. pas ça l'épanouissement. Et est-ce Oui. qu'il Je suis ne d'accord. serait pas Ce n'est pas ma conception de intelligent l'épanouissement. de mettre en avant un modèle de société qui permettrait à ces gens-là de s'épanouir pleinement, c'est-à-dire d'aller se balader ailleurs que devant des vitrines? Est-ce de que l'un boutiques? n'empêche pas l'autre? Est-ce qu'on ne peut pas... Ben là, visiblement, l'un empêche l'autre. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire totalement un environnement authentique et véritable pour construire de l'artificiel. C'est-à-dire pour proposer alors la piste de snowboard avec neige artificielle, Mais pour la ceux qui n'ont ferme pas les moyens d'aller au pédagogique ski, une fois qu'on aura Natacha, détruit... Parce que vous pensez que ça va être gratuit? Parce que c'est moins Oui, cher ça va que être moins d'aller dans les cher que Alpes. d'aller à Megève. Hein. Exactement. Moins cher que d'aller à Megève et Courchevel, hein, je veux dire. Mais, Allez, mais pour moi, je conclure vois là-dessus, mais il y a Christine. non, mais pour conclure, c'est vrai que moi, je vois des familles qui sont malheureuses et qui seraient ravies d'aller se balader Oui. dans un endroit comme ça. Non, mais mais c'est il y en vrai. a mais déjà voilà, plein mais de un gens. argument, Non, mais un argument, Christine, pardonnez-moi. Ça n'empêche pas. Je vais Mais ça aller dans n'empêche votre pas. sens. Quoi, un de plus? Bon, il va dans mon sens. Non, mais je vais aller dans votre sens un instant, mais pour vous dire une chose. Moi, Allez, j'ai c'est connu, terminé. quand j'ai connu juste ça, quand j'ai connu les grandes difficultés, effectivement, vous aviez raison, on faisait ce genre de choses. Ils vont au Mais moi, chaud, là, en plus. je trouve qu'aujourd'hui, ça montre que dans cette société, le premier facteur d'intégration, c'est la consommation. Eh bien, moi, ce modèle-là ne me D'accord. convient pas. Allez. Et je pense qu'il faut le changer. Et ça, La ça va On dans n'est pas le- obligé de consommer, là. La République LCI, on va continuer à consommer du débat C'est là, ouais. dans quelques instants, juste après le journal là-dessus. Évadez-vous devant votre programme avec Liligo.com. Avec Liligo.com, vous êtes sûr d'attraper le bon vol. C'est l'événement sur LCI avec RTL et Le Figaro, un seul débat avant le congrès du PS, mercredi 7 mars à 21h. Les 4 candidats, Luc Carvounas, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Morel, diront pourquoi ils veulent diriger le Parti Socialiste, quelle est leur vision de la gauche, le PS défait à la présidentielle et aux législatives. Peut-il incarner l'opposition à Emmanuel Macron? Les échanges seront arbitrés par Arlette Chabot, Benjamin Sportouche et Guillaume Roquette. LCI, c'est la chaîne du débat. Retrouvez toutes vos infos sur l'appli LCI. Vive la République Et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République. Vive la France.
Et vive la République LCI, toujours avec Roselyne Bachelot. On a du mal à calmer nos débatteurs. Ça continue sur le plateau de la République LCI. Qui sont-ils justement? Oui, voilà, Christine Kelly, journaliste, présidente du Musée européen des médias, ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et Michel Pouzol, ancien député PS de l'Essonne, membre du comité politique Génération.S. C'est le mouvement de Benoît Hamon pour ceux qui ne savent pas trop qui est Génération.S. Il y a également Charles Becbédé qui est avec nous, le président fondateur de Gravitation, également conseiller municipal de Paris, et Julien Arnaud qui nous a... L'inoxydable. Et qui ne rouille pas. Et sa boîte à archives ne l'est pas moins inoxydable. Une boîte à archives un peu spéciale aujourd'hui, parce que vous savez que c'est une journée particulière sur LCI. Ce soir, il y aura le débat pour savoir qui sera le futur premier secrétaire du Parti Socialiste. 4 candidats s'affrontent. Alors évidemment, Julien, l'histoire des congrès du Parti Socialiste, elle est riche. Voici la boîte à archives. Ouais. Alors, vous nous ramenez en quelle année aujourd'hui? 1971. Et en photo, tout d'abord, c'est le fameux congrès d'Épinay, officiellement le congrès d'unification des socialistes, qui permet à François Mitterrand, vous le voyez à l'image... Pierre Mauroy, Pierre Jox... Donc Mitterrand, nouvel adhérent du PS, et il devient le premier secrétaire. 1979, autre photo, nous sommes au congrès de Metz, et là, c'est l'affrontement entre Michel Rocard et François Mitterrand. Mais passons à l'image et au son. 1990, c'est le congrès de Rennes, affrontement entre Lionel Jospin et Laurent Fabius. La guerre de succession n'est pas réglée, un congrès cauchemar. Écoutez bien l'ambiance. Voilà, on a revu plusieurs protagonistes. On commence à comprendre ce qui se passe maintenant. Exactement, voilà. Petit à petit, on va bien comprendre ce qui se passe au Parti Socialiste. Ils sont moins nombreux, mais c'est pareil. Exactement. 2005, c'est le congrès du Mans. Et l'objectif de ce congrès était de régler les divisions qui étaient apparues avec le référendum sur la Constitution européenne. Regardez ce premier extrait, reportage au JT de 20h de TF1. Certains, ce samedi, c'est un peu leur journée. Mais savoir qui, quand et comment désigner le candidat n'est surtout pas le sujet du jour. C'est chaque chose en son temps. Et que les Français attendent d'abord un projet crédible. Les socialistes doivent se rassembler. Les Français leur demandent de cesser leur querelle. Voilà, Jack Lang et Ségolène Royal, de longues heures, une nuit de négociations entre les différents courants et la fameuse synthèse hollandaise. C'est fait. Il y a donc une synthèse de tous les socialistes dans ce congrès du Mans. Dans la situation qui est celle du pays, je crois que ce que les Français attendent de nous, c'est surtout pas de chicaya. Chicaya, eh bien, c'est raté. 2008, Reims et le fameux duel entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Premier discours, celui de Ségolène Royal. Nous sommes ceux qu'on croit dans la tombe et qui se lèvent. Nous sommes le socialisme. Levons-nous. Vertu et courage, car nous rallumerons tous les soleils, toutes les étoiles du ciel. Nous sommes les socialistes. Voilà, Ségolène Royal, les étoiles, les soleils. Genre en raison funèbre. Et des huées aussi sépulcrales dans la salle. Martine Aubry prend la parole également à la tribune. Et nous savons que si nous ne sommes pas capables de nous reprendre, je ne crois pas que les Français nous détestent, je crois que nous les avons simplement déçus. Si nous ne sommes pas capables de nous reprendre, c'est peut-être la fin du Parti socialiste. Et ça, c'était en 2008, 10 ans plus tard, eh bien les mots résonnent encore. Exactement, la fin du Parti Socialiste. Quel est le décorateur qui avait mis ce truc derrière? C'est incroyable. J'espère que ce type a été liquidé. Ce truc gris avec 3 graffitis derrière, c'était Michel Pouzol. Ça vous rappelle les souvenirs? 2008 en tout cas, puisque moi je suis rentré au Parti Socialiste en 2007, et donc je me souviens très très bien de ce congrès. Rappelez-vous qu'à la fin de cette fameuse nuit qu'on appelle la nuit des longs couteaux au Parti Socialiste, où tout le monde essaie de créer... tuer tout le monde, ouais. Voilà. On avait 2 femmes qui s'affrontaient. Manuel Valls qui disait « J'irai devant les tribunaux pour contester l'élection de Martine Aubry, etc. » Donc, on donnait plus cher de la peau du Parti Socialiste. Et 4 ans après,
le Parti socialiste gagnait les présidentielles, les législatives, le Sénat, toutes les grandes villes, la plupart des régions et les grands départements. Donc il faut toujours se méfier des socialistes et de leur congrès, toujours et aussi de leurs électeurs. C'est parce qu'à l'époque, François Hollande avait réussi ce dont il a parlé tout à l'heure. Synthèse priez pour nous, oui. La synthèse, exactement. Ouais. Aujourd'hui, à Reims, il n'y avait pas de synthèse. Ah non, à Reims, il n'y avait pas de guerre. synthèse. C'était sorti en guerre ouverte. Ça a volé en éclats tout ça, Charles Becbédé. N'oublions pas qu'en politique, on ne meurt que pour ressusciter, disait Talleyrand. Qui s'y connaissait. Écoutez, moi, je ne suis pas un expert du Parti socialiste. Non, mais heureusement, c'est ça. C'est ce que vous faire mythologue, là. Ça se passe beaucoup mieux chez vous, c'est beaucoup plus calme. Bien sûr, c'est beaucoup paix et harmonie. Est-ce qu'on peut penser honnêtement que Emmanuel Macron, son temps est là, mais il y aura un après, à un moment ou un autre. Qui, d'après vous, un après. peut surgir? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que c'est la gauche? Pour l'instant, dans les pays européens autres, c'est plutôt la droite qui a remporté le morceau, si j'ose dire. Écoutez, moi, je pense que Macron, il est au centre, centre-gauche. Petit désaccord avec Roselyne tout à l'heure. Centre très droit. Et donc, je pense que c'est plutôt à droite que se prépare l'alternance. Maintenant, il y a du boulot et c'est pas sûr que ce soit pour 2022. Donc, ah oui. Ah, pour vous, c'est déjà joué la réélection. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail. On est comme après un bombardement dans un état de délabrement avancé et donc il faut reconstruire. On a un problème avec le Front National, avec ces 11 millions d'électeurs qui ont quand même voté pour Marine Le Pen et qui font que mécaniquement, la droite, qui est peut-être majoritaire dans le pays, je ne sais pas, ne peut pas prendre le pouvoir. Donc il y a vraiment un sujet. Christine, est-ce que ce qu'on a vu là, on se dit que finalement le Parti socialiste n'était pas en si mauvaise posture que ça? Avec les images que nous a montrées Julien, on se dit que c'était bien pire avant. Non, mais c'est très intéressant ce qu'il dit que 4 ans après, effectivement, on se rappelle, quand Hollande est arrivé au pouvoir, et puis il avait le Sénat, il avait tout, enfin du jamais vu, historique, du jamais vu. Même Emmanuel Macron n'a pas ce boulevard qu'a eu François Hollande. Et c'est vrai que 4 ans avant, on disait... Donc Charles Becbédé, je vous trouve un peu bien pessimiste par rapport à la droite, qui peut quand même en 2022, on ne sait jamais, effectivement, tout balayer. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que sur la forme, déjà, c'est une première, jamais de l'histoire du PS, on a eu un débat comme ça sur une chaîne pour la présidence. On ne le voit pas, par exemple, pour Marine Le Pen qui aura lieu ce week-end. On voit comment ça se passe, mais en tout cas, pour Marine Le Pen, c'est quand même ce week-end. Et elle sait qu'elle va être élue et il n'y a pas de débat comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. C'est intéressant de mettre l'un à côté de l'autre et de voir que là, il y a quand même un débat. Alors, bien sûr, il y a des choses qui peuvent se passer. On est quand même un peu pessimiste par rapport au contexte politique de façon générale, mais on ne sait jamais. C'est comme ça que François Hollande est sorti d'une primaire où personne ne l'attendait et où il a tout balayé sur son passage. Oui. Donc ce soir, il faut absolument regarder le débat et ça sera. Elle est encore meilleure que s'il était encore chez nous, Christine. Mais ça va être palpitant parce qu'effectivement, la politique gère notre vie aujourd'hui. On a envie de savoir ce qui va se passer demain. Après Macron, comme vous dites, pardon, Roselyne, est-ce que ça va être l'Italie ? Est-ce que ça va être le PS? Est-ce que ça va être la droite? Mais il y a quand même quelque chose de fondamental, et je ne suis pas pour autant une fille de Gramsci, mais il n'y a pas de victoire politique sans victoire idéologique. Et c'est bien ça la question du PS. Alors il peut y avoir, sur une ligne, sur une courbe, il peut y avoir une sorte de petit pic, et finalement, ce qui s'est passé électoralement avec la victoire de Hollande, c'était une victoire, et les victoires consécutives ou latérales qui l'ont accompagné, c'est une sorte d'écart à une courbe, mais qui était une courbe descendante, parce qu'il n'y avait pas de règlement de la question idéologique du PS. Et c'est ça qui poursuit le PS depuis le début, c'est qu'il n'a pas tranché entre la ligne marxiste qui a conditionné le programme commun. C'est la 2e ou 3e phrase du programme commun qui amène Mitterrand au pouvoir. Il dit « Notre analyse de la société est une analyse marxiste ». Et les ruptures qui ont eu lieu au fur et à mesure vers ce qu'on a appelé le libéralisme, il faut appeler les choses par leur nom. Et cette affaire-là, elle n'est pas réglée. Et tant qu'elle ne sera pas réglée, le Parti socialiste sera mort. Allez, pour conclure là-dessus. Ce qui est pire que tout, c'est que la rupture, elle s'est faite en 2 temps. Il y a eu une rupture entre le Parti socialiste de combat et de campagne et le Parti socialiste de gouvernement. C'était ça, en fait, le hollandisme. C'est cette rupture et le fait qu'on est élu sur un programme et qu'on en applique un autre qui est assez différent, et en tout cas un des plus différents à gauche, et qu'on voit bien que les Français ne sont pas idiots et comprennent la chose. Donc, soit le PS va clarifier les choses maintenant, quitte à être marginalisé un temps, et donc
préparer un avenir plus lointain. Mais au Soit moins, il ce n'y sera arrive clair. pas, Vous savez soit ce il n'y arrive pas, et alors là... Vous savez bah, ce que les disait échelons Grit sont très Parzer, sombres. penser n'importe comment procure toujours des satisfactions immédiates. À terme, quand les choses se tranchent, il vous faut supporter l'insupportable. Exactement, et c'est peut-être ce qu'on va voir ce soir. Ce qui est sûr et qui est au cœur du projet socialiste depuis toujours, et qu'il sera encore pendant longtemps, c'est la réduction des inégalités. Justement, intéressons-nous au classement Forbes des grandes fortunes internationales, classement qui a été publié il y a quelques heures. Alors en tête, c'est désormais... Vous en êtes, Julien je viens de sortir du classement. J'étais à ça, pas grand-chose, à quelques milliards près. Le numéro 1, c'est Jeff Bezos, le patron fondateur de Amazon, le méga géant américain, qui devance Bill Gates de Microsoft. Ensuite, vous avez le financier Warren Buffett. Et un Français arrive en 4e position. Il devance, figurez-vous, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. On pourrait se dire cocorico, mais on sent bien que en France, c'est pas vraiment le ressenti. C'est ce qu'on va développer d'abord. D'abord, une précision peut-être sur ce classement. Il n'y a pas les monarques, il n'y a pas les Saoudiens, par exemple. On parle ici du patrimoine, et notamment du patrimoine en bourse. Donc ça est un peu financier au fur et à mesure des cours de bourse d'une année sur l'autre. Ouais. Exactement, ça bouge. Bernard Arnault, donc, dans ce classement, on sent que ça ne déclenche pas la fierté nationale. Au contraire, on a l'impression que les Français n'aiment pas les riches. Est-ce que c'est votre sentiment, Christine, et comment vous l'expliquez ? Oui, les Français, ils n'aiment pas les riches. Et c'est marrant parce que... mais les riches français, parce que je suis sûr qu'ils ont plein de sympathie pour Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Oui, mais les Français n'aiment pas effectivement le Français qui réussit. Ouais. On a vu, même Nicolas Sarkozy dans sa campagne disait qu'il parlait de la jalousie française. Emmanuel Macron dans sa campagne parlait aussi de cette jalousie française. Donc c'est vrai que les Français n'aiment pas effectivement ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent et n'aiment pas forcément les riches. Ça, c'est clair. En général, dans la vie courante, lorsqu'on dit « donne-moi 5 minutes et je te dirai si tu seras riche », la première question qu'on va te poser, c'est « est-ce que tu détestes les riches ?» Si tu détestes les riches, tu ne seras jamais riche. Et si tu détestes les riches, ça veut dire que tu es pauvre. Donc c'est intéressant de savoir effectivement que nous, déjà en France, on est quand même un peu dans une sorte de moyenne, et il n'y a pas beaucoup de profils qui sortent un peu comme aux États-Unis. Donc c'est pour ça que lorsqu'il y en a un ou deux qui sortent, tout de suite on les déteste un peu, ça se voit beaucoup plus. J'avais fait le portrait de William Gallas à l'époque, défenseur des Bleus, très grand défenseur des Bleus à l'époque. Footballeur, et voilà, footballeur, et qui me racontait que quand il avait sa belle voiture en France, on la rayait systématiquement, mais vraiment, en 2 secondes, il allait à Londres et restait intact. Donc c'est intéressant de voir que, oui, les Français, ils détestent les riches. Un truc sur le classement Forbes, quand même, attention, bémol, j'ai quand même eu un article dans Le Monde qui disait que, comme vous disiez, Julien, tout n'est pas pris en compte, donc c'est sympa, c'est rigolo, ça permet de parler effectivement des riches, mais tous ceux qui ont de l'argent bien placé, pour ne pas dire caché, tous ceux qui ont des investissements, etc., à droite, à gauche, qu'on ne compte pas, comment aller faire parler un milliardaire pour lui dire, effectivement, dites-moi toute votre fortune, etc., en biens immobiliers, en biens ici, etc., compliqué. Dans tout le monde, c'est très compliqué. Donc prenons quand même ce classement avec des pincettes, et chapeau Bernard Arnault, ça me permettra d'être riche demain. Charles Becbédé, comment vous l'expliquez, cette détestation française qui est un peu irrationnelle ? Il y a plein de choses à dire. Je reviendrai sur le classement alors après, mais c'est vrai que les Français, ils sont un peu jaloux. Alors c'est historique, c'est culturel. Vous l'avez vécu personnellement, vous, peut-être à la Révolution, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Liberté, égalité, oui, égalité. Sur le front alors certains disent que ça remonte même à très très loin, ça remonterait même au temps des Francs. Des Francs, pas la monnaie, le peuple. Du temps de Clovis. Et d'ailleurs l'anecdote du vase de Soissons vient de là. C'est-à-dire que lorsque on pillait une ville, on partageait le butin en parts parfaitement équitables. Et une fois, Clovis, donc qui était le roi des Francs, il y a une différence entre équitable et égal. Enfin égal, je voulais dire égal. Et il avait pris le vase qui avait été pris dans cette ville de Soissons et l'avait offert à l'évêque, parce qu'il s'était fait baptiser peu à peu avant. Et en fait, ça n'avait pas plu à un des guerriers. Et il avait cassé le vase. Et puis, vous connaissez l'anecdote, l'année suivante, Clovis avait cassé la tête du guerrier en question. Et donc, c'est vrai que nous, les Français, on est très égalitaristes. Voilà, vous l'avez vécu, vous, en tant que chef d'entreprise à droite, libéral. Heureusement, ça se voit dans ses yeux qu'il l'a vécu, ça se voit tout de suite. C'est en train de changer quand même, notamment avec le phénomène de l'entrepreneuriat, qui fait qu'il y a de plus en plus de Français, c'est un vrai phénomène de société, qui deviennent entrepreneurs, qui créent leur boîte. Certains réussissent, d'autres pas. Et du coup, ça devient plus accessible. On a tous dans notre famille un entrepreneur et qui a plus ou moins réussi. Et donc, ça arrête.
ce cloisonnement entre ceux qui réussissent d'un côté et les autres, puisque tout le monde peut réussir en fait. Vous qui êtes plutôt à gauche, même très à gauche. Plutôt à gauche. Et alors, extrêmement loin du classement fort. Il n'est pas plutôt à droite, il est à droite, il n'est pas totalement à gauche. Est-ce que vous voulez détester les riches? Et totalement, alors, à des années-lumière du classement fort. C'est pas de détester les riches qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans un monde à plusieurs vitesses. On parlait de Arnaud qui vient de rentrer dans le top 5. Dans le top 5, il est 4e. Ses gains. Il n'y a pas que lui. Hein. On va voir le classement français pendant que vous parlez. Ses gains, vous allez comprendre. Quand vous calculez ses gains sur l'année, il a gagné 640 € par seconde. Bettencourt, Pinot, il a gagné, écoutez-moi, c'est Lactalis et Bettencourt L'Oréal. Il a gagné 640 € par seconde. Ça veut dire que depuis qu'on parle ici, il a gagné à peu près 300 ou 400 millions d'euros. Donc effectivement, c'est ça que les Français ont du mal à comprendre, parce qu'on peut avoir, moi j'ai un peu de mal à imaginer ce que ça représente, hein, mais l'année d'avant, où il avait gagné que 7 milliards d'euros, c'était une petite année, ça représentait quand même 175 € par seconde. Attendez, juste pour qu'on comprenne dans quel monde on vit. Quand on supprime l'impôt sur la fortune, vous savez, ce truc terrible en France, de ce qui coûte à Arnaud à peu près 500 millions d'euros, eh bien on lui supprime on lui rajoute 17 € par seconde. Mais est-ce que ça veut dire que ça, les Français ne peuvent pas le comprendre. Du matin au soir, on demande aux gens de faire plus d'efforts, que la crise, c'est... Voilà, vous payez la crise. On va rajouter la CSG aux retraités, etc. Effectivement, les gens se disent, dans quel monde je vis et qu'est-ce qu'on me raconte? Moi, je veux dire, Monsieur Arnaud Bernard Arnault, devrait nous prouver que finalement, en France, on peut réussir. Alors, si on arrive à gagner autant pour un seul homme, sortons des politiques d'austérité et changeons de monde. Mais Michel Pouzol, c'est un raisonnement, le raisonnement que vous tenez ne tient pas la route. Parce qu'il y a une chose qui est quand même extraordinaire. Les chiffres parlent. Mais oui, mais justement, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le creusement des inégalités ne détériore pas la situation des pauvres, bien au contraire. Et que le creusement des inégalités, qui est la marque de la planète aujourd'hui. Là, je vous suis, c'est vrai, les inégalités se sont creusées. Mais en même temps, elles sortent des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Et ce qui est extraordinaire dans ce monde que nous vivons, c'est que c'est ça qui le marque. C'est ce creusement des inégalités. Regardez ce qui se passe en Chine, où il y a des milliardaires colossaux. On n'a pas dans le classement les Chinois, parce que là, il y a des fortunes colossales. Si, il y en a peut-être deux. Il y en a deux. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y a des fortunes colossales. Et les Chinois se sont sortis de la pauvreté. Donc, au contraire, Michel Pouzol, c'est ça qui marque dans la vraie inégalité, c'est l'inégalité les premiers de droit qui permet d'avoir de la mobilité sociale, qui permet de s'élever. Les inégalités, elles ont toujours existé. On est dans une dimension, tellement surréaliste que ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas vrai. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Allez dire ça aux gens qui, au quotidien, vivent avec 600 € par mois. Mais ce n'est pas vrai. Le pays s'enfonce dans une crise. Mais c'est pas parce que demain, vous attaquerez ces gens-là très riches que vous leur donnerez plus d'argent. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais plutôt d'augmenter la CSG, je préfère qu'on leur reprenne les 17 € par seconde de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune n'a pas empêché Bernard Arnault de gagner 20 milliards d'euros en une année. Excusez-moi. La preuve que non. Pourquoi il partirait ailleurs alors qu'il peut gagner 20 milliards d'euros en France en une année? Si on fait ce que vous faites, il va partir ailleurs. Mais on l'a fait avant, Roselyne. On l'avait, l'impôt sur la fortune. Ça n'a pas empêché de partir. Il n'est pas parti. Il a gagné 7 milliards l'année dernière, 20 milliards cette année. Excusez-moi, on ne l'a pas handicapé. Vous avez gagné 20 milliards dans votre famille en même temps. Vous avez une espérance? Le nombre de milliardaires à Londres, 54, et à Paris, 22. Alors, sur quand même le chiffre, et l'Angleterre va mieux. Il n'y a pas les souverains, etc. Il n'y a pas non plus la dette. C'est-à-dire que on prend le patrimoine brut lié aux participations détenues en bourse et on ne retranche pas la dette. En l'occurrence, M. Arnault, il s'est endetté pour pouvoir prendre plus du pourcentage d'LVMH en supprimant un étage de sa cascade de holding, en s'endettant. Et donc, il faudrait retrancher la dette. Alors, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, je suis d'accord. Mais c'est important. Et vous savez qu'en 2001 et en 2008, où il y a eu des grandes crises boursières, certains des milliardaires de ce classement étaient ce qu'on appelle equity négative, c'est-à-dire qu'ils étaient en faillite, en fait, au niveau de leur patrimoine, était inférieur à leur endettement.
et ça a été assez chaud pour certains d'entre eux. Ça change, on s'aperçoit que ces fortunes-là sont très mobiles. Je n'en ai pas beaucoup croisé quand j'étais au RMI, mais je vous rassure, on était pas... Mais malheureusement, alors je vais quand même ajouter un truc assez intéressant, c'est que malheureusement, on n'est pas vraiment dans un capitalisme parfait. On est dans un capitalisme de connivence. Et parfois, quand on est très très riche, et c'est pareil quand on est une très très grande banque et qu'en fait qu'on est en faillite, on va vous sauver. Ouais. Le système va vous sauver. Too big to fail. Nous allons sauver ces gens. Too big to fail. Je suis ravi de vous l'entendre dire. Ce qui est un problème. Je suis ravi de l'entendre. Alors moi, je propose, non, mais comme disait Charles Becbédé, il y a de plus en plus de Français qui deviennent auto-entrepreneurs, qui ont envie de créer leur entreprise, qui sont acculés aussi à créer leur entreprise. Ouais. Et je trouve que la meilleure solution pour être riche demain, c'est de créer son entreprise et de vendre, par exemple, le moindre petit atout que vous avez. C'est ce que font les info-entrepreneurs sur le net. Il faut voir les vidéos YouTube qui pullulent dans tous les sens et les gens qui se font de l'argent. Donc, là, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, l'État même devrait faire, en gardant bien sûr égalité. Il ne faut pas qu'ils interviennent sur les 80 km à l'heure. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est que comme on intervient sur l'éducation, intervenir sur l'éducation financière, apprendre à s'engager très jeune, très tôt, dès 15 ans, apprendre à créer son entreprise, apprendre à connaître, à gérer son argent, apprendre à savoir effectivement que là, avec tes 2000 € par mois, si tu les as, ce que tu auras à la retraite, par contre, si tu développes ton entreprise en parallèle, tu peux investir la force de l'investissement, la puissance de l'investissement qui te permettra d'avoir une autonomie financière à 60 ans, etc. Une culture éco, une gestion financière. Ouais. Si on apprend ça aux Français, au lieu d'être dans l'économie, on a des doutes évidemment sur et je pense qu'un jour on y viendra parce que on ne pourra pas, tout le monde aura besoin d'une autonomie financière, on ne pourra pas compter sur sa retraite, etc. Donc un apprentissage de la gestion financière dès ados, ça peut révolutionner l'économie française de mon point de vue. Mais c'est en train de se faire. Abaisser les barrières à l'entrée d'accès à l'entrepreneuriat, en effet par des formations dès l'école, tout ça est très bon. Et la France est le pays d'Europe où il y a le plus de créateurs d'entreprises pour 1000 habitants, déjà. Ouais. Allez, à propos de milliardaires, évoquons maintenant le PSG version Qatar, évidemment. Là, on est même au-delà des milliardaires. Comme quoi, les milliards, ça ne suffit pas forcément à l'emporter. Le PSG a échoué hier à se qualifier. Vous avez vu les buts tout à l'heure dans le Vous n'allez pas repasser nos pronos. Le PSG, je sais pas, on verra. Le PSG se fait évidemment démonter par la presse. Paris perdu, dit le Parisien aujourd'hui en France. Tout ça pour ça, nous dit le journal sportif L'équipe. Voilà pour les unes les plus attendues en général, par ceux qui aiment le foot. Paris perdu donc. Et puis tout ça pour l'équipe. Du côté de Marca, journal madrilène, ils ont pris une leçon les Parisiens. Para que aprendan. Ils n'ont plus qu'à apprendre un peu à jouer au foot avec le visage triomphant de Cristiano Ronaldo en une. La grande leçon de tout ça, c'est que les milliards ne font pas forcément la victoire, Michel Pouzol. Ça doit vous rassurer d'une certaine façon. Il y a beaucoup de milliards aussi au Real. De millions, on n'est pas dans des... De centaines de millions. Alors, bon, effectivement, l'argent ne fait pas simplement une équipe. Ce qui est tragique pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de projet réel. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste de foot, mais il y avait une équipe qui ne jouait pas hier soir. Enfin, il manquait la cohésion, il y a eu des choix stratégiques. Je ne m'y risquerai pas, mais quand même très étrange. Ouais. Bref, on voit bien qu'ils n'ont pas construit une équipe. Ils ont construit un team, ils ont construit une image, ils ont construit quelque chose. Ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas. Et j'écoutais ce matin quelqu'un qui disait la différence avec Marseille, quand Marseille a gagné, c'est qu'à Marseille, il y avait un patron. Ce n'était pas la meilleure équipe de Marseille qui a gagné la Coupe d'Europe, mais il y avait un boss qui avait une vision et qui imposait un certain nombre de choix. Et à Paris, notamment, on voit bien qu'au-delà de l'argent, il y a un problème de patron. Et puis il y a autre chose quand même qui est dramatique par contre pour ce club-là avec les investissements depuis quelques années, c'est que là on ne parle pas d'une finale. On parle d'un huitième de finale. C'est-à-dire que si le PSG tous les ans était dans le dernier carré, on dirait le dernier carré c'est dur, c'est que des grosses équipes, mais on est dans les 4 grandes d'Europe. Et là, on est comme dans le classement fort, on peut... le Real Madrid, c'est beau quand même. Oui, d'accord, c'est beau quand même, mais on est chaque fois dans les 16 meilleures équipes, pas plus. Et donc,
Là, pour l'investissement, je crois que c'est le deuxième budget d'Europe, le PSG. Non. Si j'ai bien compris, c'est un des... Non. C'est sur la valeur de l'effectif. On va voir justement la comparaison avec le Real Madrid. Effectivement, c'est un effectif qui vaut davantage que l'effectif du Real. Oui, sauf que pour ce qui concerne le PSG, un tiers pratiquement de cette valeur, c'est Neymar qui ne jouait pas hier. Le Real, c'est peut-être un petit peu plus, réparti entre les joueurs. Et sur le budget, il y a plus d'argent au Real Madrid qu'au Paris Saint-Germain. Embauchons Zidane. Ah, ouais, oui. On n'a pas les moyens. Allez, voilà les budgets. Vous voyez, c'est même assez net. On est à 540 millions pour le PSG, 674 millions pour le Real. Enfin, c'est pas cette différence-là qui explique la claque du PSG hier, quand même. Non, ça, on ne sait pas. Ça joue. En tout cas, que peut faire le Qatar face à ça ? Peut-être mettre un peu plus d'argent. C'est ce que pense cet économiste, écoutez, qui n'est pas du tout inquiet, lui. Je ne vois pas le club et les Qataris ralentir leurs investissements à court terme. Aujourd'hui, cette marque, Paris Saint-Germain, elle est presque rentable, elle fonctionne très très bien, c'est une véritable opportunité pour se développer à l'international. Tout ça fonctionne. Vous savez, il y a des clubs, notamment en Angleterre, qui ont mis près de 10 ans avant d'obtenir leur première Champions League. Les Qataris en sont à 7 années d'investissement. Probablement qu'ils deviennent impatients, mais je pense que ça ne remet pas en question à court terme leur investissement dans le football et dans le Paris Saint-Germain en particulier. Voilà, pas d'inquiétude sur l'investissement. Regardez une réaction sur Twitter pour dire on devient une star en gagnant des titres et pas en gagnant beaucoup d'argent. On a l'impression quand même sur le rapport à l'argent, justement, Charles Becbédé, là aussi, après tout, on pourrait dire tant mieux si le Qatar vient et investit massivement en France. On préfère que cet argent-là, ils le mettent à Paris qu'à en Allemagne. Non, vous n'avez pas l'air bien convaincu. Si, en effet, c'est vrai qu'il y a derrière pas mal de cotisations sociales, d'impôts payés par tous ces joueurs et par le club, énormément. Mais non, mais je crois que en fait, ça a été dit par Virgile, le journaliste, c'est que en fait, il faut donner du temps. Le PSG, donc vous disiez, il n'y a pas de patron, mais on n'a pas eu l'impression que c'était un collectif, que c'était un club. En fait, ils étaient en phase 2, ils avaient un vrai club où le club est plus important que les joueurs. Là, c'est le contraire. On a des joueurs qui sont plus importants que le club. Oui. Le PSG existe depuis longtemps, mais le nouveau PSG, avec ses moyens colossaux, existe depuis peu de temps. Et je crois qu'ils ont besoin de comprendre qu'on ne peut pas être champion comme ça, d'un coup de baguette magique. Il faut du temps, il faut peut-être 10 ans, comme ça a été dit, et investir dans la durée pour enfin vraiment créer un club, une cohésion d'équipe. Mais moi, je suis plus supporter de rugby que de football, mais je supporte une équipe où on a mis 10 finales pour en gagner une à Clermont-Ferrand. Mais pour gagner la première finale, il a fallu qu'on aille 4 années de suite en finale pour en gagner une. Finale. Donc finale. Et pas donc c'est là où on voit que les marches sont encore hautes pour le PSG et que le PSG n'est pas un grand d'Europe, en tout cas aujourd'hui. Et surtout, le problème, c'est qu'il ne progresse pas. Vous parliez de Marseille. Avant de gagner la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a eu des désillusions fortes. D'ailleurs, du côté de Marseille, regardez la une de la Provence. Ce matin, au lieu de la remontada, la Provence parle de dégringolada. Voilà, c'est pas très très élégant. Tout comme ce tweet hier, on sent que du côté de la Provence, on n'a pas pleuré hier sur la défaite du Paris Saint-Germain. Voilà, la Provence qui s'est moquée de Paris, parce que hier toute la journée, Paris a développé le slogan « Ensemble, on va le faire ». Et juste après le match, voilà ce qu'a mis la Provence « Ensemble, on l'a fait ». Et c'est encore, sous-entendu, on est bien content que ce soit Zidane et le Real qui aient battu le Paris Saint-Germain. Zidane et Marseillais quand même. Oui, mais enfin bon, Paris c'est la France quand même, non Christine? Ça vous choque un peu ou pas? Qu'est-ce qui me choque que du côté de Marseille, du journal de la Provence, on est pris fait et cause pour le Real Madrid. Pardon, mais moi je vais peut-être un peu choquer. Je trouve que c'est une formidable hypocrisie que de se dire hier, par exemple, ah ouais, le PSG il peut gagner. Enfin, il faut juste se calmer, quoi. Je veux dire, non mais attendez, on sait très bien que, il y a notre Zizou qui est super champion, voilà, qui est là-bas. Deuxièmement, le Real Madrid sont tenants du titre depuis deux fois, à deux reprises. Troisièmement, on n'a pas Neymar. Et on s'était quand même pris quelques buts au match aller. Et voilà, au match aller. Et quatrièmement, à la 50e minute, il y a une personne qui croit encore après le carton rouge. Il faut se calmer. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie en train de se dire ouais, on veut absolument que la France gagne, alors qu'on sait très bien dès le départ que quand même il n'y a pas. Christine, c'est facile à dire après. Oui, bien sûr, mais on est après. Est-ce que dans les chambres de la non, mais quand même, c'est comme si on va me dire est-ce que Nadal il va gagner par rapport à Gaël Monfils, à Roland Garros. Enfin, voilà. Oui, la réponse est oui. Nadal va gagner. Voilà, c'est le Real Madrid. Mais sauf que quand on fait le jeu des pronostics, la plupart des gens ils disent pas forcément que le Real va gagner. Tiens, regardez, c'était hier dans la République. Moi, je me souviens pas du tout de ce qu'on avait dit hier. Regardez. Je me cache. Alors. Ça vient.
Et ils ont été effacés. Oui, c'est ça. Allez, il faut que ça parte quand même. À un moment ou à un autre, on y va. En fait, Roselyne avait dit... D'Arnaud Bénédictien, 1-0 pour Paris. Roselyne, votre... Oh, Romain. On va dire 3-0. Bon, Julien. Moi, je m'en remets à l'ancienne ministre des Sports, c'est la spécialiste 2-0. Oh là là là. Jean-Marie. Moi, je vois bien une victoire 3-2 du PSG. Moi, je sens un peu la défaite de Paris ce soir. Je suis désolé de le dire. 2-1. La dernière fois, on a eu tout faux, hein, je vous rassure. Et vous n'avez pas entendu le score, mais j'avais dit 2-1. C'était un peu le bazar ce son, mais ouais, absolument, voilà. Le grand pronostiqueur. Non, mais Julien, vous me rejoignez. Voilà, bien sûr, bah oui. Un avance quand même. On a espéré, mais quand même. Mais je vous rassure, samedi, l'équipe de France de rugby va gagner facilement contre l'Angleterre. La pensée magique, ça marche à tous les coups. C'est vrai que du côté du rugby, il ne faudrait pas trop la ramener quand même. Oui, c'est ça. Allez, autre sujet du jour, les propositions qui vont arriver pour faire avancer un sujet sensible qui est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, même s'il faut dire entre les femmes et les hommes. C'est comme ça qu'on dit à Matignon et du côté du gouvernement pour être plus politiquement correct. Regardez la carte des écarts d'un pays à l'autre. Elle est intéressante cette carte que nous montre le Parisien ce matin parce qu'on se rend compte qu'en France on n'est pas si mal loti que ça. Bien sûr, ça n'est jamais parfait, mais les pays en jaune sont ceux dont les écarts sont les moins élevés versus le Portugal par exemple ou l'Allemagne où c'est en rouge. Est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop sur cette question, Christine, d'après vous, quand on voit ce comparatif? Question un peu provoque, évidemment. Ah oui, mais très provoque, parce que le comparatif, je sais pas, ils ont dû gratter beaucoup pour en trouver une sorte pour faire émerger la France, quoi. En France, c'est quand même lamentable que lorsque une femme a son premier enfant, tout de suite, les problèmes arrivent. Dès qu'une femme a son premier enfant, son salaire va diminuer jusqu'à 30% immédiatement. Mais en Allemagne, elle ne peut même pas en avoir. C'est ça aussi, il faut comparer. Oui, bien sûr, mais je veux dire, moi, je vais parler de la France, de ce que je vois à côté de chez moi, à Paris, en Île-de-France, etc. Bien sûr, en Allemagne. Et regardons en Norvège, regardons en Suède, ils font tous le ménage. Enfin, je veux dire, nos maris. Donc, est-ce qu'on va chercher un mari suédois? Non, regardons la France aussi. Pour faire le ménage, ça peut être quand même. Moi, j'ai seulement les allumettes qui sont suédoises. Mais bon. Mais je veux dire que oui, on a bien sûr, si on regarde la Chine, si on regarde l'Afrique, si on regarde d'autres pays, etc., si on regarde la Corée, il y a tellement de... On est loin devant beaucoup, mais en même temps, je trouve qu'on a un sacré recul. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que la première pauvre en France soit une femme qui élève seule son enfant. Je trouve ça scandaleux, je peux en parler pendant des heures, vous le savez. Ouais. Je trouve ça révoltant. C'est mon combat. Et je trouve scandaleux qu'une femme, elle est en couple, dès qu'elle a un enfant, il faut qu'elle se mette à 80%, pénalité salariale, elle ne peut pas garder son enfant, etc. Et elle perd jusqu'à 30% de son salaire. Et tout, jusqu'à sa retraite est impacté. C'est un scandale. On a besoin de garanties aujourd'hui. Et il faut arrêter cette inégalité. Les plus petites retraites sont les retraites des femmes. Les retraites des femmes. Et qui élèvent les enfants. Il y a plus de 500 € de moyenne, de différence entre la moyenne des retraites hommes et des retraites femmes. Charles Becbédé. Écoutez, oui, les inégalités, elles existent. Tant que ça, vraiment? Bon, 10%. Vous savez, dans le cinéma, j'ai appris, c'est 40% dans le cinéma. Et dans l'audiovisuel, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, il y a des inégalités, il ne faut pas les nier. Évidemment, on les voit aussi dans les directions générales des grands groupes français, où on a des COMEX. Comité il n'y a que des hommes. Donc, ce n'est pas possible. Alors, les conseils d'administration, maintenant, il y a une loi qui fait que 40% des conseils d'administration doivent être composés de femmes. D'ailleurs, on se demande pourquoi 40%. Enfin. Ouais. Non, c'est pas composé de femmes. Oui. C'est qu'il ne doit pas y avoir un sexe qui ait plus de... C'est ça. Okay, c'est-à-dire que... la loi. Et c'est très... Alors, s'il y avait 70... à respecter, parce que sinon, les décisions prises par le conseil d'administration sont réputées nulles si jamais il y a un litige. Est-ce qu'il faut changer, Michel Pouzol, la loi ou il faut alourdir les sanctions? D'abord, la carte était intéressante, mais j'aimerais aimé savoir si c'était à travail égal ou si c'était moyenne. Alors, je vais vous dire que c'est à poste égal, la différence est de 9%, mais ce que ce chiffre ne met pas en exergue, c'est la différence, pour rejoindre ce que dit Christine Kelly, la différence des parcours et de la place dans la hiérarchie. Donc, c'est très important. C'est très important, parce que par exemple, en Allemagne, les carrières professionnelles féminines n'existent pas. Oui. C'est-à-dire les femmes restent cantonnées à des emplois subalternes de complément, comme vous le disiez. Et donc, si elles ont des enfants. Oui, mais en général, moins bien payées et dans des boulots plus difficiles. Et alors là, pour le coup,
on n'en voit pas du tout dans les directions, etc. Hein. C'est vraiment Angela Merkel ils ont la et la femme chancelière, qui quand même. cachent. Ils ont moins de chômeurs, ils ont 15 millions de pauvres. Oui, et notamment mais les femmes. Et alors là, par contre, ça rejoint totalement c'est les femmes touchées en première ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alourdir les sanctions? Il faut, bien sûr que... Écoutez, on a beau faire des politiques là-dessus, incitatives, on a beau remettre le couvert chaque fois, et même coercitif, il faut aller au bout de la logique. C'est-à-dire, il faut sanctionner. Ce n'est pas normal qu'à poste égal, une femme soit pénalisée par rapport à un collègue masculin. Ce n'est pas normal qu'une grossesse, une maternité entraîne une rupture dans la carrière. Il faut aussi, imposer les congés paternité. Parce que le jour où le partage du congé maternité entre le père et la mère. Eh bien, excusez-moi, la situation, elle sera de... Pourquoi favoriser un homme par rapport à une femme si on a le congé de paternité? Donc voilà, donc c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Et on ne peut plus, on voit bien que notre société, en tout cas, ne supporte plus ce genre de choses. La parole des femmes s'est libérée sur beaucoup de sujets cette année. Je pense que ça, c'est le combat, le combat qu'il faut absolument mener. Et je dis, la misère, la grande pauvreté. Moi, je suis même sujet que vous. Quand moi, je me bats pour le revenu universel d'existence, je sais à qui ça va profiter d'abord, les femmes seules qui élèvent leurs enfants, et ça, c'est une tragédie sociale, quoi. Ce sera demain la journée de la femme, et on rappelle que ce soir, Roselyne Bachelot sera sur scène dans les monologues du vagin, aux côtés de Marlène Schiappa et de Myriam El Khomri. Voilà le texte de... Après ou avant le débat du PS? Juste avant, exactement. Elle s'est débrouillée pour faire avancer l'horaire pour pouvoir regarder le débat. Le débat du PS. Elle est forte quand même, Roselyne. 21h le débat. Allez, l'ordonnance de Bachelot, justement, tiens, en exclusivité avant le monologue du vagin, le monologue de Roselyne. Eh bien, mon ordonnance s'adresse aux politiques, tout spécialement au président de la République. Vous avez un coup de mou dans les sondages, les syndicats sont dans la rue, les retraités vous insultent, les lycéens vont conspuent jouer la carte foot. Pour les présidents de la Ve République, deux écoles se sont affrontées. Ceux qui pensaient que l'on ne pouvait pas s'afficher comme supporter d'une équipe et qu'il convenait de respecter une stricte neutralité. De Gaulle n'a jamais affiché sa préférence, pas plus que Pompidou, Giscard ou Mitterrand. On se souvient de l'image mythique du général quand il a relancé le ballon sur le terrain en 1967 lors de la finale Lyon-Sochaux. C'était quoi le score? C'était 3. C'était 3. Chirac, lui, était nul en foot. Pendant la Coupe du Monde de 98, à l'énoncé des joueurs, il remuait la bouche comme s'il connaissait leur nom. Il y avait un moment culte de cela. Les 3 derniers présidents ont rompu cette tradition dans leur club préféré, outre qu'ils sont de fins connaisseurs. Sarkozy est supporter du PSG. Eh ben oui, des profondisses. Et c'est une encyclopédie footballistique. Macron adore l'Olympique de Marseille et il suivait ses résultats de l'OM, y compris en pleine campagne présidentielle. Quant à Hollande, il n'a pas fait mentir sa réputation de cœur d'artichaut. Il aime le FC Rouen, il aime l'AS Monaco et il a avoué qu'il avait un faible pour Guingamp. Pas étonnant qu'il se soit planté en politique, parce que la politique, c'est comme le foot pour lui. Il savait jamais trop quelle politique privilégier et c'est la meilleure façon pour se planter. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, on ne se risquera plus au petit jeu des pronostics, c'est promis. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, vous ferez un triomphe aux côtés donc de Myriam El Khomri et de Marlène Schiappa sur les planches au Théâtre Bobino pour les monologues du vagin et que à 21h ensuite, il y aura le débat sur LCI avec les 4 candidats. Une soirée de rêve. Une soirée de rêve, exactement. Et soirée c'est sur LCI. Double pizza. Ce sera sur LCI donc à partir de 21h avec Arlette Chabot pour LCI, Guillaume Roquette pour Le Figaro et Benjamin Sportouche pour RTL. Les voici les 4 candidats qui l'emportera. Et réponse dès ce soir. On débriefera bien sûr tout ça demain. Allez, bonne journée à tous. Restez sur LCI. Merci d'être venus dans la République. À demain, 9h midi.